toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'histoire tout simplement. Je me trouve ici à l'abbaye de Fontevraud et c'est là qu'est enterrée la seule femme à avoir été reine de France puis d'Angleterre. Je parle bien évidemment d'Aliénor d'Aquitaine qui est inhumée ici à Fontevraud et c'est l'histoire de ce monument que je veux vous faire redécouvrir dans cette vidéo. C'est parti. L'abbaye de Fontevraud a été fondée en 1101 par Robert d'Arbrissel, un ermite. Robert d'Arbrissel était connu pour ses talents d'orateur. En parcourant la France, il parvient à réunir de nombreuses personnes qui l'accompagnent au cours de ses voyages, des clercs comme des laïcs. Lorsqu'il fonde son abbaye, il s'inspire de la règle de Saint Benoît. Mais pourquoi cette idée de fonder une abbaye ? En fait, en 1096, le pape Urbain II, qui avait beaucoup apprécié les sermons de ce jeune prêtre, lui demanda de prêcher à travers le monde, ce qu'il fit, et ce qui lui permettra de réunir ses disciples. La règle de Saint Benoît établissait une vie monastique rythmée par différents temps liturgiques qui accompagnent les moines dans leur quotidien. Son objectif principal est de rester discrète et de ne pas apparaître comme une contrainte, une corvée. Robert d'Arbrissel choisit pour sa future abbaye un petit vallon dans le Maine-et-Loire, déjà habité par quelques paysans qui cultivaient leurs petits lopins de terre. C'est là qu'il installa sa communauté. Mais la nouvelle abbaye de Fontevraud va très vite faire parler d'elle. En effet, Robert d'Arbrissel a instauré une maison mixte. L'abbaye est composée d'hommes, mais aussi de femmes. Un choix très original pour l'époque et qui va faire couler beaucoup d'encre. Selon lui, l'évangile était le même pour tout le monde, que l'on soit homme ou femme. Toujours dans le même esprit, Robert d'Arbrissel abandonne la direction de l'ordre et nomme en 1115 une femme, Pétronie de Chemillé, à la tête de l'abbaye et de l'ordre de Fontevraud. Là aussi, on crie au scandale. Dans une société alors largement dominée par les hommes, comment une femme peut-être diriger des ecclésiastiques des deux sexes ? Cela fera tellement scandale que plusieurs moines décidèrent de quitter le monastère en signe de désaccord. Plus tard, l'historien Jules Michelet commentera cet événement par la phrase « Dieu changea de sexe ». Pourtant, cette originalité de l'abbaye perdurera jusqu'en 1792. Au total, 36 abbesses prendront la tête de l'abbaye et pas un seul homme. La construction des premiers bâtiments débute au début du XIIe siècle. La cité monastique que bâtit la communauté de Fontevraud se divise en 4 monastères. Un pour les hommes, Saint-Jean de l'Abbey, et 3 pour les femmes, le Grand Moutier, Marie-Madeleine et Saint-Lazare. En 1106, c'est la consécration pour Fontevraud. En effet, le pape Pascal II et l'évêque de Poitiers reconnaissent officiellement l'ordre de Fontevraud. Une belle victoire pour Robert d'Arbrissel et la nouvelle abbesse nommée 9 ans plus tard, Pétronille de Chemillé. Et l'ordre de Fontevraud va faire son petit bonhomme de chemin. Il s'étend progressivement jusqu'à compter 35 prieurés en France et l'abbé Sugère, l'un des fondateurs de Notre-Dame de Paris, ira même jusqu'à compter environ 5000 moniales en Espagne et en Angleterre. Nous allons maintenant aborder l'un des événements fondateurs de l'abbaye de Fontevraud qui marqua à jamais l'histoire de ce prieuré. Nous sommes en 1154, en plein cœur du Moyen-Âge. Un couple royal visite l'abbaye de Fontevraud. Il ne s'agit absolument pas du roi de France, mais du roi d'Angleterre, Henri de Plantagenet, et de sa femme. Explication. Le 1er août 1137, la jeune Aliénor d'Aquitaine épouse le nouveau roi de France, Louis VII. Ce mariage est très symbolique, puisqu'Aliénor détient le duché d'Aquitaine, territoire clé pour le royaume de France, qui, à cette époque, a encore du mal à s'imposer auprès des nombreux seigneurs français. Mais très vite, le couple bat de l'aile. Après la participation de la France à la deuxième croisade, 10 ans plus tard, le mariage est annulé en 1152 à l'issue de nombreux différends entre le roi et la reine de France. Aliénor n'est plus reine. Mais elle va le redevenir très peu de temps après, puisqu'elle s'empresse d'épouser Henri de Plantagenet, roi d'Angleterre, la même année. Autant dire qu'elle n'a pas perdu de temps pour retrouver un époux et le pouvoir. En outre, ce mariage prestigieux apporte en dot au souverain anglais le duché d'Aquitaine tant convoité par le royaume de France. Ce duché est donc à présent une terre anglaise où le roi d'Angleterre peut aller et venir comme il le souhaite.
En 1154 donc, le couple royal anglais se rend en visite à l'abbaye de Fontevraud. Et il faut croire que cela leur a plu, puisqu'ils y laissent leurs 2 plus jeunes enfants, Jeanne et Jean. On voit qu'ils ne se sont pas cassé la tête sur le choix des prénoms. Plusieurs années plus tard, le royaume d'Angleterre sombre dans le chaos. Les fils d'Henri II se révoltent contre lui et mènent une guerre civile à son encontre. Même s'ils la perdront, le roi Henri II en sortira usé physiquement et psychologiquement, ce qui conduira à sa mort en 1189. Cette mort prématurée met tout le monde dans l'embarras. Le roi n'avait pas prévu de lieu particulier où il souhaitait être enterré. Or, à cette époque, l'abbaye de Westminster n'était pas encore la nécropole officielle des rois d'Angleterre. Certaines personnes mentionnèrent le fait que le roi souhaitait être enterré dans le Limousin. Mais comme dirait l'expression, ce n'est pas la porte à côté, et il faut faire vite. On décide donc tout simplement d'enterrer le roi d'Angleterre à Fontevraud, plus proche de Chinon, lieu de décès du souverain. En 1200, Aliénor d'Aquitaine se retire également à l'abbaye et commande les gisants des membres de sa famille qu'elle fait enterrer ici, à l'instar de Richard Cœur de Lion, son fils. En 1204, elle s'éteint à l'âge de 82 ans et est également enterrée dans l'abbaye de Fontevraud. Aujourd'hui, ces gisants sont toujours exposés au cœur même de l'abbaye et sont l'une des figures de proue du monument qui attire de nombreux touristes chaque année venus admirer ces merveilleux gisants médiévaux. En cette seconde moitié du XIVe siècle, l'abbaye va mal. De nombreux problèmes économiques viennent se greffer à la situation déjà précaire de l'ordre en raison de la fin de l'Empire plantagenet. Pour commencer, l'abbesse de Fontevraud doit régulièrement trouver l'argent nécessaire pour nourrir quotidiennement les plus de 700 religieux présents à l'abbaye. De plus, le pape Innocent IV décide d'imposer l'abbaye de Fontevraud de 10 livres tournois, ce qui correspondrait environ à 3000 € aujourd'hui, ce qui n'est pas rien. Et cet argent aurait été utilisé pour l'entretien de l'évêque de Tibériade. Bien évidemment, l'abbesse refuse la transaction, rappelant au pape qu'elle a de nombreuses bouches à nourrir. En plus de cette situation économique déjà difficile, la guerre de 100 ans vient couronner le tout. Même si l'abbaye est épargnée, elle perd 60% de ses rentes foncières et frôle la faillite. Ils sont même obligés d'abandonner certains prieurés et une grande partie d'entre eux ne sont plus habités que par 2 ou 3 religieux. Après le déclin, place au renouveau. En 1491 s'amorce un renouveau architectural et religieux. Marie de Bretagne réforme l'ordre en profondeur et rédige une nouvelle règle pour les moines. À ce moment, le roi Louis XI apporte son soutien à l'abbaye. La successeur de Marie de Bretagne, l'abbesse Renée de Bourbon, est de sang royal. Une fois élue, elle met en place la nouvelle règle de sa prédécesseur et continue dans la lancée des réformes monastiques. Elle débute également des travaux dans le cloître et dans la salle capitulaire, qui seront achevés après sa mort. Elle fait notamment reconstruire le réfectoire, lieu de vie important, et ajoute 47 cellules à celles déjà existantes. Détrompez-vous, le terme cellule n'a rien à voir avec la prison, même si on en parlera après, mais désigne les chambres démoniales. Ça donne envie. Les différentes abbesses successives continueront les immenses travaux de rénovation de l'abbaye de Fontevraud en aménageant l'aile est, en construisant un grand dortoir, en reconstruisant l'infirmerie, etc., etc. Faisons un petit saut dans le temps. En 1670, une abbesse pas comme les autres est élue, ou du moins nommée, à la tête du prieuré. Il s'agit de Gabrielle de Rochechouart-Mortemart, qui n'est autre que la sœur de la célèbre marquise de Montespan, favorite du roi Louis XIV. C'est le roi en personne qui l'a placée aux commandes de Fontevraud. Et qu'on se le dise, Gabrielle ne souhaite pas s'ennuyer au prieuré. Étant une personne très érudite, qui parle plusieurs langages, a traduit l'Iliade et maîtrise la philosophie, elle reçoit régulièrement sa famille à Fontevraud et y fait jouer des pièces de théâtre, comme Esther de Jean Racine. Ce qui contrevenait complètement à la règle de l'ordre, rappelons-le. Elle ira même jusqu'à loger pendant 1 an sa sœur, la marquise de Montespan, à Fontevraud. Enfin, en 1738, le roi de France Louis XV confie l'éducation de ses filles aux religieuses de Fontevraud. Elles y resteront pendant 12 ans, jusqu'en 1750. Des travaux d'agrandissement de logis sont également entrepris à cette période. La Révolution française va sonner le glas de la période religieuse de l'abbaye de Fontevraud. En effet, elle va porter le coup fatal à un système économique qui était déjà précaire. Comme vous le savez sûrement, les révolutionnaires vouaient une grande haine envers la religion catholique, symbole de l'ancien régime, qui accablait les paysans avec la dîme, un impôt qui revenait à l'église.
De nombreux prêtres furent assassinés durant cette période, et ceux qui prêtaient serment à la nation avaient encore une chance de sauver leur vie. Les biens de l'abbaye de Fontevraud sont donc déclarés biens nationaux, inventoriés et saisis par l'État avant l'expulsion des religieuses de l'abbaye en 1792. La dernière abbesse de Fontevraud devra s'enfuir et mourra 5 ans plus tard, à Paris. S'ensuit alors une série de saccages et de pillages successifs de l'abbaye qui aboutiront à la destruction de tous les ossements d'abbesse et au martelage de tout signe rappelant la période révolue de l'Ancien Régime. Une période assez douloureuse pour l'abbaye de Fontevraud. Les pillages prennent une telle ampleur que la municipalité locale prend des mesures pour stopper les nombreuses dégradations qui menaçaient fortement l'abbaye. Néanmoins, le résultat est là, il faudra des années de travaux pour remettre le bâtiment à neuf. Après la Révolution française, la France connaît une période d'instabilité politique, durant laquelle plusieurs régimes se succèdent les uns aux autres, incapables de maintenir un semblant de pouvoir et d'autorité dans le pays. Ce n'est qu'un général victorieux, devenu célèbre grâce aux campagnes qu'il mena en Italie puis en Égypte, qui parviendra à rétablir un pouvoir fort, Napoléon Bonaparte. En 1799, le coup d'État du 18 Brumaire permet le renversement du Directoire et la création du consulat, dirigé par 3 consuls, dont Bonaparte, qui détient bien évidemment le plus de pouvoir. Les autres consuls jouent surtout un rôle symbolique et profitent de grosses rentrées d'argent. En 1804, 2 mois avant son sacre, Napoléon Bonaparte ordonne la transformation de l'abbaye de Fontevraud en prison. Et pour cela, 10 années de travaux seront nécessaires pour effectuer les modifications nécessaires à l'abbaye. 10 années au cours desquelles le destin de l'abbaye de Fontevraud bascule. Enfin, en 1814, les premiers prisonniers sont installés à Fontevraud. Et il faut dire que les autorités n'ont pas fait dans la dentelle, puisqu'en peu de temps, la prison de Fontevraud est considérée comme la prison la plus dure de France. Ce qui était normal, puisque les structures carcérales étaient complètement inadaptées à cette utilisation et rendaient les conditions de vie très éprouvantes. Vient s'ajouter à cette situation déjà peu reluisante le surplus de prisonniers. Conçue pour en accueillir 1 millier, la prison de Fontevraud en accueille en 1830 le double, ce qui représente un immense défi pour la prison. Des résistants furent d'ailleurs enfermés dans cette prison par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et beaucoup moururent déportés, de mauvais traitements ou fusillés. Cette sombre page de l'histoire de l'abbaye de Fontevraud ne s'achèvera qu'en 1963 avec la fermeture définitive de la prison. Le bâtiment aura connu de nombreux réaménagements jusqu'à la date de sa fermeture. À partir de l'année 1840, même si l'abbaye est toujours une prison, de nombreuses modifications sont amorcées. L'écrivain Prosper Mérimée, qui était à l'époque inspecteur général des monuments historiques, a effectué des relevés dans l'abbaye, inventoriant par exemple les gisants de la famille Plantagenet. À partir de 1902, plusieurs chantiers de restauration très importants sont lancés pour restaurer l'église abbatiale, à l'intérieur de laquelle se trouvent les gisants médiévaux ainsi que les cuisines romanes, un édifice très particulier de l'abbaye de Fontevraud. À cette époque, l'abbaye est placée sur la première liste des monuments historiques. En 1975, l'abbaye de Fontevraud devient un centre culturel. Olivier Guichard, président de la région Pays de la Loire, crée le Centre culturel de l'Ouest, dont le but est la défense, le développement, l'animation et la promotion de l'abbaye de Fontevraud. Entre 1989 et 2020, cette association a été reconnue d'utilité publique. Depuis, des festivals, des animations, des ateliers sont proposés au public, tout en respectant le patrimoine et l'histoire que renferme l'abbaye, une notion très importante pour la direction du lieu. Cette programmation culturelle permet également aux petits comme aux grands d'en apprendre plus sur ce monument. En l'an 2000, l'abbaye royale de Fontevraud est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO au même titre que l'ensemble du site culturel du Val-de-Loire. Une belle victoire pour l'abbaye qui a tourné la page sur ces difficiles années de prison. Depuis 2021, l'abbaye accueille un musée d'art moderne. Grâce à une donation de l'industriel Léon Kligman et de sa femme, ce nouveau musée bénéficie de nombreuses œuvres d'artistes en tout genre, comme Henri de Toulouse-Lautrec, Edgar Degas ou encore Germaine Richier. En résumé, l'abbaye royale de Fontevraud, désacralisée aujourd'hui, a su faire de son riche patrimoine et de son histoire extraordinaire une force pour faire découvrir à toutes et à tous ce magnifique monument. L'abbaye a su se diversifier et s'allier à l'art moderne, tout en laissant une place très importante à l'art médiéval que l'on retrouve dans de nombreuses pièces, comme dans la salle capitulaire ou encore le cloître.
Si vous souhaitez visiter cette abbaye, vous pouvez vous renseigner sur le site internet www.fontevraud.fr et partir à la découverte d'Aliénor d'Aquitaine et de sa famille, ou même des prisonniers qui ont habité les murs de l'abbaye. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et vous a permis d'approfondir vos connaissances sur cette magnifique abbaye et surtout vous aura donné envie d'aller la visiter. J'avais eu la chance de la visiter et c'est vraiment très impressionnant. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube ou à liker et commenter cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez suivre mes actualités sur mon site internet à l'adresse histoiretoutsimplement.fr ainsi que sur ma page Facebook. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour continuer à découvrir l'histoire tout simplement.